Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo pour, bien entendu, soutenir le bateau Madeleine de la flotte de la Liberté, où sont embarquées 12 personnes de plusieurs pays, dont 6 Français. Il y a Baptiste André, qui est français et qui est médecin humanitaire, Greta Thunberg, qu'on ne présente plus, qui est suédoise, Suhaib Ordou, qui est turc, Mark Van Rennes, ou Van Rennes, je ne sais pas comment on prononce, qui est néerlandais, Omar Fayad, français, Pascal Mouriera, français, Reva Viard, français, et qui fait partie des écureuils qui se battent contre le projet de l'autoroute 69. Rima Hassan, qu'on ne présente plus non plus, qui est française, Sergio Toribio, qui est espagnol, Thiago Avila, qui est brésilien, Yanis Mamdi, qui est français et qui est journaliste à Blast, et Yasmine Akkar, qui est belge. Voilà, ce sont les 12 noms à retenir, 12 personnes extrêmement courageuses qui sont parties sans armes, avec des vivres, et dans l'esprit d'ouvrir une route vers Gaza. S'ils réussissent, ça peut permettre à d'autres bateaux humanitaires de faire le même trajet pour amener plus de nourriture, plus de ce dont ont besoin les Gazaouis, qui ont besoin d'absolument tout, puisqu'il y a un blocus illégal. Le blocus est illégal selon les lois internationales. L'endroit où va accoster le Madeleine appartient à Gaza et non pas à Israël. Il navigue dans des eaux internationales, ce qui est absolument autorisé, et donc il n'y a aucune raison valable, et surtout toute action d'Israël contre le bateau serait illégale. Voilà, c'est clair, ce sont les lois internationales, toute action serait illégale. Mais Israël ne se prive pas de faire des actions illégales, puisqu'ils font ça tout le temps. Ils en sont au point de faire un génocide, et le mot n'est pas trop fort, on ne peut pas trouver d'autres mots quand on empêche des gens de simplement se nourrir, se soigner, de vivre, quoi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, quel est le but de cette embarcation? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que cette coalition qui réunit 22 ONG, en fait, existe depuis 2011. Pardon pour le bruit. Et elle a à plusieurs reprises eu recours à ce type d'initiative pour briser justement ce blocus qui est imposé à la bande de Gaza depuis de nombreuses années. Mais effectivement, ça prend une dimension beaucoup plus importante au regard de la situation qui est à Gaza et auquel tout le monde est au fait, à savoir une situation de famine qui concerne, comme l'a rappelé les Nations Unies, 100% de la population gazaoui et le génocide qui est en cours. Donc, cette mission s'inscrit pour moi dans un souci de cohérence. Ça fait 1 an que je suis au Parlement européen. J'ai proposé un texte tous les mois dans la commission des droits humains sur différents sujets qui se présentaient à nous, s'agissant de la situation à Gaza, sur la situation des enfants, sur la situation des journalistes, sur la situation du personnel humanitaire. Et le rapport de force ne joue pas en notre faveur, malheureusement, pour le parti The Left, puisque la majorité est entre les mains de la droite et de l'extrême droite. Donc pour moi, il y a une urgence, comme l'a rappelé Raphaël Pitti, d'embrasser aussi une forme de désobéissance civile, bien que cette initiative s'inscrit en fait l'égalité, si vous voulez, du droit international applicable. Mais on a besoin d'aller dans du concret, et c'est aussi par souci de cohérence et d'aller au bout de mes convictions, que de participer, d'avoir accepté de participer à cette initiative. Alors, vous avez communiqué, Rima Hassan, sur vos réseaux sociaux sur le fait que des instructions étaient attendues de la part de l'armée israélienne, de la marine en l'occurrence, de la part des instructions de Benjamin Netanyahou quant à l'arrivée de ce voilier dans les prochains jours sur les côtes de Gaza. C'est une perspective qui vous inquiète ? Donc effectivement, la source d'inquiétude que nous avons dans ces déclarations, c'est que tout va dépendre des instructions politiques qui vont être données. Or, comme vous le savez, nous n'avons pas un interlocuteur politique qui soit fiable avec ce régime israélien en matière de respect du droit international et des droits humains. Donc on peut très bien effectivement faire l'objet d'attaques qui peuvent mettre en péril à la fois la mission, mais également notre intégrité physique, nous mettre en danger.
vous avez le soutien tout de même des experts de l'ONU qui appellent à un passage sûr de votre embarcation, au respect aussi du droit de circuler dans les eaux territoriales qui appartiennent à la population de Gaza. Réaction sur ce plateau, Ronnie Broman, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de Rima Hassan et des dizaines de volontaires qui veulent apporter, être actifs dans ce soutien à la Palestine? Et peut-être vous voulez vous adresser à Rima notamment. Oui, je la soutiens de tout cœur. Je vous souhaite non pas une réussite au sens où je ne pense pas, pas plus que vous j'imagine, que l'abordage de la côte de Gaza sera possible, mais la pression que vous exercez sur Israël, la force symbolique de ce voilier pacifique, désarmé, sur lequel naviguent des membres d'ONG ou une personne politique comme vous, je pense que cette pression-là a un sens très fort dans le contexte actuel où l'image d'Israël, la côte d'Israël est en train de dégringoler. Enfin, Israël maintenant voisine avec la Corée du Nord dans les codes de popularité et peut-être qu'elle va descendre en dessous. Dans ces conditions-là, oui, moi je pense que c'est vraiment l'initiative au bon moment. Peut-être que plus tôt, ça aurait été trop tôt. Là, vous arrivez vraiment au très bon moment et vous êtes une épine dans le talon des militaires israéliens, enfin de la politique israélienne. Ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'elle nous invite à penser nos modes d'action. Comment tu peux, en tant que citoyen du monde, peser sur une situation vis-à-vis de laquelle tu te sens impuissant. Ça, c'est une vraie donnée, parce qu'on a une posture intellectuelle et on veut continuer à s'inscrire dans un cadre à la fois démocratique et pacifique. Donc finalement, l'éventail des choix est assez restreint, mais il faut s'y conformer. Et là, on a je trouve une belle initiative qui, en plus, est mue par une qualité humaine qui est assez rare chez nos politiques contemporains, qui est le courage. Il y a une bataille médiatique, une bataille d'image qui est extrêmement importante. Les Israéliens ont la Hasbara, ce département de l'explication qui fournit des éléments de langage et des instructions pour défendre l'image d'Israël. Donc c'est un champ d'affrontement extrêmement important pour Israël. Et sur ce plan-là, je pense que la flottille de la liberté joue un rôle vraiment capital, je ne sais pas, mais décisif, important. Et pendant ce temps, pour apporter une autre aide humanitaire, un voilier d'activistes pro-palestiniens est parti dimanche d'Italie, direction Gaza, avec l'espoir d'accéder à l'enclave et d'y ouvrir un corridor maritime. Avec à son bord la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui poste régulièrement des vidéos de cette croisière qui, amuse ou exaspère, c'est au choix. Les réseaux sociaux, en tout cas. Ministre, la parole est à présent à monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Présidente, monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis 20 mois maintenant, Israël accomplit l'extermination du peuple palestinien sous le regard complaisant ou complice des États-Unis et de la France. Ce génocide est le premier de l'histoire à être diffusé dans toute son horreur, en clair et en direct, à la face horrifiée du monde entier. Les tentatives des dirigeants israéliens pour effacer du disque dur de l'histoire le martyre infligé à tout un peuple n'y feront rien, comme n'y feront rien et n'effaceront rien les propagandistes appointés, journalistes et politiques corrompus pour insulter depuis leurs estrades dorées la vérité autant que notre humanité. Jusqu'à cet abject gala parisien Diaspora Defense Forces, destiné à glorifier et absoudre les crimes d'une nation génocidaire, tout en déclenchant l'hilarité de ses participants au moyen de quiz barbares bientôt disponibles en kiosque et demain dans les programmes officiels bolloréens de l'éducation nationale. À ces 2 ans de bombardement, à la pulvérisation des corps sous les missiles, à l'holocauste des Gazaouis calcinés sous les bombes incendiaires, s'ajoute désormais le blocus humanitaire comme arme implacable d'extermination massive, expérimentée jadis par d'autres régimes génocidaires. L'horreur des tirs de snipers israéliens comme un baltrap sur des spectres affamés. Sanctionner Israël serait injuste, martèle la présidente de l'extrême droite, éborgnée par son islamophobie qui l'emporte sur l'antisémitisme historique de son clan politique. Face à ce cauchemar humanicide, un équipage d'aide humanitaire internationale, dont l'activiste Greta Thunberg et notre député Rima Hassan, a appareillé dimanche pour rallier Gaza et convoquer la réaction internationale au chevet des Gazaouis. Il y a 15 ans, Israël attaquait un navire similaire, assassinant 9 personnes.
Monsieur le ministre, votre gouvernement va-t-il enfin poursuivre ces galas pour apologie de crimes contre l'humanité? Allez-vous exiger d'Israël le respect de la Convention de Genève qui garantit le droit absolu des civils à l'aide humanitaire? Et enfin, avez-vous imposé l'autorité de la France pour protéger la Freedom Flotilla for Gaza? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la France condamne avec la plus grande fermeté les bombardements sur les civils, le blocage de l'aide humanitaire, les déplacements forcés de population ou encore les décisions récentes du gouvernement israélien s'agissant de l'établissement de nouvelles colonies. Et nous le disons au peuple israélien, plutôt que l'état de guerre permanent que préfigurent les décisions actuelles du gouvernement israélien, il existe un autre chemin, une autre solution. Et cet autre chemin, celui qui le décrit le mieux, c'est Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël en 2009 à Bar Ilan. Écoutez-le. Nous devons dire la vérité. Au sein de cette patrie vit une large communauté palestinienne. Nous ne voulons pas les dominer, nous ne voulons pas gouverner leur vie, nous ne voulons pas leur imposer ni notre drapeau, ni notre culture. Dans ma vision de la paix, sur cette petite terre qui est la nôtre, deux peuples vivent librement, côte à côte dans l'amitié et le respect mutuel. Chacun aura son propre drapeau, son propre hymne national, son propre gouvernement. Aucun ne menacera la sécurité ou l'existence de l'autre. Et je le dis maintenant clairement, si nous recevons cette garantie concernant la démilitarisation et les besoins de sécurité d'Israël, et si les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'État du peuple juif, alors nous serons prêts, dans le cadre d'un futur accord de paix, à parvenir à une solution où un État palestinien démilitarisé existera aux côtés de l'État juif. Eh bien voilà, mesdames et messieurs les députés, que nous appelons le Premier ministre israélien à revenir exactement et précisément à ses propos de 2009, car c'est la seule voie et le seul chemin vers la paix et la sécurité pour son peuple. C'est une personne qui nous soutient tous les jours. Elle est un exemple. Madame Laurence Ferrari, s'il vous plaît. Merci. Je me sens à la maison ici. L'avenir, c'est les jeunes, et les jeunes ne connaissent rien. Donc l'idée, c'est d'aller leur transmettre l'éducation, l'histoire, avec des faits objectifs. Les cerveaux commencent à être complètement kidnappés par les ennemis de la vérité. Grâce à ce jeu concours, on va pouvoir, de manière ludo-éducative, faire passer non pas des idées de propagande, mais la vérité historique. Depuis 1947, la population palestinienne arabe a été multipliée par 2, par 5, par 8, par 15. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Grâce à cela, de façon ludique, on va pouvoir, on l'espère, faire une prise d'aïkido et faire en sorte que la vraie histoire passe dans les cerveaux des jeunes Français de moins de 25 ans. Donc on compte sur vous. Chaque étape coûte à peu près 5 000 €. Et donc plus on aura de 5 000 €, plus on aura d'étapes. Restez bien avec nous, puisque juste après le dîner, notre invité tant attendu sera avec nous. On parle d'Olivier Rafovitch, le parrain de la soirée. Il sera avec nous. Préparez-vous juste après le plat qu'on va vous servir dans quelques instants. Le garçon à qui on va remettre un prix dans un instant est un allié, c'est un ami, c'est un grand ami même d'Israël. Il a fait beaucoup de voyages. Il est habitué aussi des plateaux télé. Il mérite d'avoir ce prix des justes du 7 octobre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très chaleureusement Amin El-Khatmi. Je ne pensais pas qu'un jour, la gauche française deviendrait la plus grande décharge publique d'ordures antisémites de ce pays. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui met toute son énergie, toute sa passion, tout son talent au service de la vérité. Pas de sa vérité, de la vérité. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir très chaleureusement Céline Pina. Tu as défendu Israël non par confort, mais par conscience.
Et tu l'as fait avec une force morale rare. Ce prix est aussi un hommage à ton intégrité. Mes amis, continuons ensemble avec force et espoir pour la vérité, pour la justice, pour Israël. Am Israël Chai. Il est la lumière qui nous permet justement de mieux éclairer la vérité. Je vous demande d'accueillir mon ami Franz-Olivier Gisbert. Le ventre est toujours fertile, d'où ça est sorti, ou d'où est sortie la bête immonde. On le voit aujourd'hui, elle est revenue. Elle est dans la voie haletante d'un certain nombre de personnes qui parlent de génocide. L'un des plus gros vendeurs de livres de ces derniers mois. Et un camarade sincère, Gilles-William Goldnadel. Ce sont des justes. Franz, c'est un juste. Céline, c'est une juste. Laurence, c'est une juste. Je suis sur une chaîne juste qui nous... Oui. Je connais les tristes règles classiques de notre monde moderne. Et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo. Nous avons perdu la guerre médiatique. Mais demain, il fera jour. Mais consolez-vous quand même pour Israël, parce qu'Israël a gagné la guerre réelle. C'est la voix de Tzahal pour les pays francophones. Il a répondu, et je crois qu'il est intervenu à peu près 1200 fois dans tous les médias. Il est avec nous normalement en direct, c'est pour ça que je me mets là et que j'essaye de regarder s'il est dans l'écran en face de moi. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. Bonsoir Olivier Rafovitch. Israël est déterminé et nous sommes convaincus, certains, que nous allons avancer, gagner et qu'après cette guerre, il va y avoir quelque chose de formidable qui va se passer. Mais pour l'instant, nous sommes ensemble pour se battre, mais gardez dans vos esprits, dans vos cœurs et dans vos yeux l'amour d'Israël. Soyez convaincus que vous êtes du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas le nombre qui fait, vous savez ça. Et restez ce que vous êtes. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Am Israël Chai. I say this as a Holocaust survivor, that the genocide in Gaza is not happening in my name and in our name. The way that the Israeli government is using the memory of the Holocaust in order to justify what they are doing to the Gazans is a complete insult to the memory of the Holocaust. It's an outrage. When I saw the Israeli ambassador to the United Nations putting on a yellow star, or stomach turning, somebody who had to wear a yellow star like myself and my entire family, I am insulted by that. What distinguishes the Jewish Holocaust is its industrial scale and industrial methods being applied. And what has been happening to Gaza is similar in that the scale of the bombing and the indiscriminate nature of the bombing, the complete lack of care about children and women being the majority of the victims, amounts to industrial scale of genocide. The painting of the Palestinian people as worthless, almost animal-like by the description of some of the leaders. That dehumanization enables the population of Israel to tolerate what's going on. The way that Palestinian people who were arrested were treated, having to take their clothes off and parading them, it's part of the humiliation. In the West Bank, the way the checkpoints are organized, the way you are forced to wait for hours for no reason in order to go to school or go to work, etc. All this amounted to humiliation, similar to what we experienced. The sort of determination and consistency with which they are setting about to destroy the whole of Gaza is very similar to the kind of cruelty and determination of the fascist regimes. Some of the actions of the Nazi state in dehumanizing and completely cruel large-scale killings, etc. If it is repeated, I don't see why you couldn't make the parallel. It can only be helpful in understanding what is going on to make the parallel. I don't think there should be any taboo against that.
I think I particularly find painful to see the children. Because I remember after the war, you know, we played in the ruins like they do now, but particularly at their losses, to suddenly lose parents and siblings and so on. There was a boy in the same rescue homes where I was. He was traveling on a tram with his parents. This boy moved to the front to stand behind the tram driver because he was interested in how he was working the levers and so on. At the next stop, an Arrow Cross raiding party came out and asked for papers. And the parents were identified as Jews and arrested straight away. The son was separated at the front and they had to make an immediate decision whether to say something to him and involve him or let him perhaps escape the net. And that's what they decided. So they were taken down from the tram and sent to Auschwitz. They never said goodbye to their son, and they perished in Auschwitz. So that was the end of the family. Now, can you imagine the psychological state of that boy who suddenly found himself on his own in this way, not saying goodbye to his parents? And I think this kind of thing, this separation, and the sense of complete inability to intervene or in any way exert any kind of positive influence on events. This kind of separation and destruction of families in this manner is again something that repeats in Gaza now, I think. I heard that some families divide the children and leave some with one branch and some with the other, so that at least somebody should survive from the family. There's an echo of the same experience. What happened to the Jewish people, the gas chambers and the industrial scale of extermination, and also the sort of invisible aspects, the incredible emotional pain caused, is so horrendous taken together that it seems to me inconceivable that it should be repeated anywhere in the world. That is why we say not in our name and never again. And this is why I was so totally shocked, particularly by those who I know have gone through the same themselves, repeating it on another people. I take as an extreme example one of my cousins, a late cousin, she died some years ago, who was a young girl taken to Auschwitz from Transylvania. Because she was young and strong, she was put to work, and she worked in a warehouse sorting clothes. And one day, she was sorting her parents' clothes, meaning that they had already been taken to the gas chamber. I think it's difficult to understand the emotional experience of doing or being in that situation. Yet she came back to Israel, and first to Romania and then Israel, and she was as racist as the rest of them against the Palestinians. Now, how it's beyond understanding how you can do that, and with the background that she had. I think this is to do with the extreme propaganda and the dehumanization. Zionism was a very unfortunate and sad development for the Jewish people. It broke a much longer tradition of always being on the side of the oppressed, not the oppressor, and the charitable nature of the Judaism and the humanity that they advocate, into a kind of exceptionalism and nationalism. Everything is the Jews, not a single piece for other people, only for us. And in practical terms, impossible project of taking over another people's country, which led to all the troubles that followed. Also, I agree with my cousin, late cousin, a very bright guy, who said, well, if we claim that there is a people who tend to be the victims of other people's discrimination, etc., then the last thing you want to do is to collect them up into one place as a target.
And I think he was right, and I think current events prove it. Zionism started to proclaim that the only safe place for Jews is in Israel, and what we are seeing today is the worst, the most dangerous place for Jews is Israel. Quite a number of my family from Romania ended up in Israel. So when I visited them, that was my first brush with Zionism, I was completely shocked how, despite their experiences during the Holocaust, they were racist, basically, against the Palestinians, and couldn't understand it. And I can't understand it to this day fully, how that could happen. But they were. There's no denying it. And I found that atmosphere of racism was prevailing generally in Israel. And I turned strongly against that. Later on, I saw the repeated brutality of action against Palestinians, and it became more and more horrifying, and the very cruel attack on Gaza was the ultimate. And the use of the Holocaust background as a cover for all this was just unbearable. I mean, it was criminal, I felt. And this is when I became more active in trying to protest. Today's marches are having a very hopeful aspect. It is so large, so persistent, so global, that eventually the Western leadership, which are trying to deny what is actually going on, will be forced to face up to it. And I think we are not far from that. There was no parallel to that in the Jewish Holocaust experience. In fact, there was great abandonment. There were some, very few, very brave people who risked everything to be on the right side of history and to rescue as much as possible. But the majority of people were too afraid and looked the other way. I find it completely incomprehensible, really, how you can do anything but totally condemn quite clear genocide. And anybody who doesn't do that, it will be revisited on him or her to look back on, to be on the wrong side of history and seriously guilty. And that goes for the UK government, to Keir Starmer and the shadow cabinet. And some of the church leaders, the chief rabbi, completely identifies with Israel and Zionism. I think it's important to stand up against this conflation that is propagated between Jewishness and Zionism. If you do not stand up and criticize it and divorce yourself from it, then it sort of besmirches all Jews, basically. And I think it's essential to show that from a point of view of the morale of the people that is being victimized in the name of the Jewish people, that this is not supported universally by Jewish people at all, but it's simply the Zionist and Israeli establishment which does it, which are not too far from fascistic attitudes. I think fascism thrives on indifference and the general public being intimidated or looking the other way out of self-preservation and comfort. And it's essential that is not practiced, that a certain degree of risk even taken, and always making a stand against injustice. The time will come when history will judge these events. If you are just indifferent, if you do not take a stand, you acquire a degree of guilt without any doubt. And it's important that when that judgment comes, you are found to be on the right side of history, that you had not been, for sake of comfort and advancement or whatever, you had not been inactive. You have to assert yourself against the evils around you.